Ce jour est un jour de honte pour le peuple français. En Nouvelle-Calédonie, les forces de l'ordre ont lancé un assaut contre les preneurs d'otages. 21 morts, 19 indépendantistes kanaks et 2 militaires. Il y a malheureusement une minorité d'extrémistes, de terroristes, qui ne croient qu'en l'assassinat, qu'en la violence, qu'ils sachent qu'ils ne trouveront pas au bout du chemin la réalité de ce qu'ils souhaitent. Tous les anciennes colonies françaises ont payé le prix qu'il a fallu pour leur liberté. Nous parlons de peuples qui se posent la question du vivre ensemble, de la responsabilité de la République. Ceci restera, dans l'histoire de la République et en Nouvelle-Calédonie, une tache noire sur le récit français. Nous sommes le 22 avril 1988 sur l'île d'Ouvéa, en Nouvelle-Calédonie. Ce jour-là, des militants indépendantistes attaquent la gendarmerie de Fayaoué. 4 gendarmes sont tués, 27 autres sont pris en otage. Un homme lutte entre la vie et la mort. C'est le gendarme le plus grièvement blessé. Il a 3 balles dans la tête. Avec lui, 3 Mélanésiens, eux aussi atteints par balles, à l'abdomen et aux jambes. Ils faisaient partie du commando. Cette affaire ravive les passions à la veille des élections. Dimanche, les Néo-Calédoniens sont appelés aux urnes, à la fois pour l'élection présidentielle et pour les élections régionales. Dans les années 80, la Nouvelle-Calédonie connaît plusieurs mouvements sociaux revendicatifs pour tendre vers les indépendances. Et la Nouvelle-Calédonie souhaite, une partie, notamment le peuple kanak, souhaite dans les années 80 avoir son autonomie, voire son indépendance. Et vont naître des débats complexes entre des populations européennes de Nouvelle-Calédonie, qu'on appelle les Caldoches, et les Kanaks, qui vont revendiquer à travers un mouvement, le FLNKS, quelque part leur indépendance à ce moment-là. Les gendarmes pris en otage sont divisés en 2 groupes. Le premier groupe se dirige vers le sud de l'île, il finira par se rendre quelques jours plus tard. Mais les otages du second groupe, eux, sont emmenés dans une grotte située au nord de l'île. Un dirigeant du FLNKS a dicté les conditions de leur libération qui passent par une annulation de l'élection régionale, une discussion sur un référendum d'autodétermination et un retrait des forces de l'ordre de l'île d'Ouvéa. Si nos conditions ne sont pas satisfaites, c'est le gouvernement qui prend la responsabilité. Dans les jours qui suivent la prise d'otage, les tensions montent entre le gouvernement français et les militants indépendantistes. Le gouvernement ne peut pas accepter que l'on blesse, que l'on tue des gendarmes ou qu'on les prenne en otage. Il n'y a pas d'otage à Ouvéa. Nous disons simplement que les gendarmes sont retenus à Ouvéa. Je ne sais pas qui sont les terroristes, mais ce que M. Ponce n'a pas dit, c'est en arrivant ici, il est arrivé avec un général de corps d'armée. Donc tout simplement, ça veut dire pour nous que le pays est en état de guerre. Le 5 mai 1988, à 3 jours du second tour de l'élection présidentielle, l'ordre d'un assaut est donné pour libérer les otages de la grotte. L'opération Victor ensanglante l'île d'Ouvéa, 19 militants indépendantistes et 2 militaires sont tués. L'assaut décidé depuis 2 jours a été mené par des hommes du GIGN, des parachutistes, des commandos marines et le 11e régiment de choc, unité d'intervention rattachée à la DGSE. Une opération montée à la fois de l'extérieur et de l'intérieur de la grotte où se cachaient les ravisseurs. Les ravisseurs avaient installé des postes de combat avec une mitrailleuse et des fusils d'assaut FAMAS dérobés à l'armurerie de la gendarmerie d'Ouvéa lors de la prise d'otage. La dignité et l'honneur de notre armée et de notre pays consistait à trouver les voies et moyens, en tous les cas, pour libérer nos otages dans les plus brefs délais possibles. Dans un contexte extrêmement troublé, vous avez un jeu politique, vous imaginez bien, à la veille d'une élection présidentielle où Bernard Ponce, comme Jacques Chirac, veut pousser au maximum l'intervention de la police à la veille de l'élection pour démontrer qu'ils ont rétabli l'ordre. Une ambiguïté avec le pouvoir socialiste et François Mitterrand qui joue un peu double jeu à l'époque. Et la situation se termine de manière dramatique. Plusieurs otages seront tués, des Kanaks militants seront tués, des forces de l'ordre également seront tuées. C'est un véritable massacre en finale qui va marquer en profondeur. Marquer en profondeur parce que c'est certainement un des derniers grands moments avec les événements en Guadeloupe de 67 d'une histoire coloniale, violente, qui d'un seul coup apparaît au premier plan de l'opinion publique. Dans quelles conditions ont été tués les indépendantistes? Une polémique s'engage. Les armes à la main, répond le commandant Le Gorju du GIGN. Cependant, des témoignages infirment la version officielle. Dans la grotte, les militants du FLNKS auraient refusé dans un premier temps de se rendre, puis 3 d'entre eux, dont le chef du commando, seraient sortis vivants, les mains derrière la nuque. Les 3 insurgés seront retrouvés morts quelques heures plus tard. On ne sait pas encore aujourd'hui exactement ce qui s'est passé avant l'assaut, qui, en fin de compte, et comment est prise la décision. Il y avait plusieurs groupes qui négociaient en parallèle. On ne sait pas ce qui va se passer pendant l'assaut, en tant que tel, et on ne sait pas non plus ce qui passe dans les quelques minutes qui vont suivre l'assaut.
Certains vont accuser les forces de l'ordre d'avoir abattu des preneurs d'otages, d'autres vont expliquer qu'ils auraient été tués lors de l'assaut. En fin de compte, ça reste très opaque. Pourquoi ? Parce qu'on reste encore dans un moment, il faut bien l'avoir en tête, d'une violence incroyable. Ouvéa va amener la nécessité de retrouver un dialogue qui s'était perdu dans les années 80. Le drame, quelque part, va provoquer la nécessité d'éviter que la guerre s'installe de manière définitive en Nouvelle-Calédonie. Et c'est toute la force des interlocuteurs de l'époque, aussi bien Lafleur qui représente les Caldoches que Djibaou qui représente les Kanaks, et d'une certaine manière Michel Rocard, qui va être l'homme politique, Premier ministre de François Mitterrand, qui va poser la capacité de reparler et de dialoguer. En juin 1988, ce dialogue aboutit à la conclusion des accords dits de Matignon, qui seront ratifiés au mois de novembre lors d'un référendum. 10 ans plus tard, en 1998, l'accord de Nouméa va plus loin. Il prévoit un référendum d'autodétermination, ainsi qu'un transfert de certaines compétences de l'État français en Nouvelle-Calédonie. Ce qui s'est décidé en 88, puis après en 98, ont posé les jalons de l'histoire qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais il ne faut jamais oublier que ce sont des hommes qui ont accepté de se mettre d'un seul coup à dialoguer autour d'une table pour arriver justement à essayer de construire ensemble, malgré la violence, malgré le poids de l'histoire coloniale qu'ils portaient sur leurs épaules, malgré aussi la difficulté de certains de leurs extrêmes qui les poussaient à, je dirais, à une ultra-violence ou à une guerre civile, d'avoir trouvé la voie de la négociation pour avancer. Nous ne parlons pas de quelque chose de théorique. Nous parlons de peuples qui se posent la question du vivre ensemble, de la responsabilité de la République. Même si c'est à 15 000, 20 000 kilomètres de nous, c'est une histoire française aussi. La France se doit d'être capable, peut-être pour la première fois, d'imaginer une sortie d'une histoire coloniale intelligente, pacifique. C'est complexe, ça ne nous est jamais arrivé. Jusqu'à maintenant, ça se termine toujours mal, les histoires coloniales. Là, il y a quelque chose à chercher pour notre génération actuelle, pour trouver une voie médiane qui puisse entendre tout le monde et puisse trouver une voie du commun par rapport au destin de la Nouvelle-Calédonie.